Quand mes amis fauteurs de troubles et moi avions 13 ans, l'une des nombreuses choses tapageuses et espiègles que nous faisions était les séances de Ding Dong Ditch du samedi soir. Il y a 10 ans, nous vivions tous dans le même pâté de maison, dans un quartier de banlieue typique. À cette époque, il y avait beaucoup moins de maisons et plus de bois. Je vais inventer des noms pour mes amis pour le bien de cette histoire. Il y avait Mark, James et Matt. Mark ou James étaient généralement ceux qui montaient dans les maisons et sonnaient les cloches, tandis que Matt et moi, d'un autre côté, trouvions généralement des cachettes immédiatement. Nous avons touché environ 5 ou 6 maisons. Je me souviens que tous les hommes qui ont répondu aux portes ont eu à peu près les mêmes réactions. Ils sortaient sur le perron, un ou deux criaient quelque chose, puis ils rentraient à l'intérieur. Pour quelques maisons, nous avons de nouveau sonné pour une meilleure réaction. Un gars a crié qu'il appelait les flics une deuxième fois. Alors quand il a fermé sa porte, nous avons tous réservé dans la rue et sommes allés au pâté de maisons suivant. Comme je l'ai mentionné, il y a 10 ans, dans ce quartier, il y avait des parcelles de bois, là où se trouvent les maisons d'aujourd'hui. Au pâté de maisons suivant, il y avait quelques parcelles de bois entourant certaines maisons, et les maisons de ce pâté de maisons semblaient plus négligées. La première maison du pâté de maisons se trouvait en face du bois, ce qui constituait une cachette parfaite. La maison était plutôt délabrée, avec des herbes hautes, une vieille voiture miteuse avec une bâche dessus dans l'allée et, dans l'ensemble, juste une petite maison. Mark est allé sonner. Il eut à peine le temps de traverser la rue que la porte s'ouvrit. C'est un autre homme qui a ouvert la porte. Ce type était vraiment grand, environ 6 pieds de haut avec une carrure trapue. Contrairement aux autres, il fut immédiatement furieux. Il a parcouru toute sa cour, inspectant les buissons et criant des menaces. Nous avons tous ri, comme toujours. Finalement, il est rentré à l'intérieur. Mark attendit quelques minutes, vérifia les fenêtres, puis remonta le perron en courant pour sonner à nouveau. Je ne l'enviais pas avec cette maison. Je n'aurais pas l'audace de sonner à nouveau chez cet homme. Mark savait qu'il n'avait probablement pas beaucoup de temps. Alors il a couru vers le côté de la maison et hors de vue. La porte s'ouvrit beaucoup plus vite cette fois-ci, et cette fois-ci, l'homme sortit avec un fusil à la main. Nous nous regardâmes tous en même temps, comme en état d'arrestation. L'homme vérifia tous les endroits qu'il avait vérifiés auparavant, puis quelques endroits supplémentaires cette fois-ci, comme derrière sa voiture, derrière quelques arbres. Puis il marcha jusqu'au centre de sa pelouse et resta là comme s'il réfléchissait. Il regarda autour de lui, puis sa tête s'arrêta alors qu'il nous faisait face dans les bois. Matt, James et moi nous regardâmes. Nous nous bâmes plus bas, espérant qu'il ne nous voie pas. Après 10 secondes passées à regarder dans notre direction, l'homme est rentré chez lui. Puis nous l'avons vu apparaître à sa fenêtre, immobile comme une statue, regardant dans notre direction dans les bois. Une fois de plus, il a vu Mark se diriger vers la porte d'entrée de l'homme, mais nous ne pouvions rien faire. Nous avions trop peur pour bouger ou crier quoi que ce soit. Mark sonna à nouveau et courut vers elle. L'homme ne bougea cependant pas, du moins pas avant 1 minute. Puis il se tourna et s'éloigna de la fenêtre. Nous n'avons pas revu Mark, mais nous étions encore trop nerveux pour bouger ou dire quoi que ce soit. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que nous avons entendu la voix de Mark de l'autre côté de la rue, criant « Courir !» Nous n'avons pas compris jusqu'à ce que nous entendions quelqu'un arriver derrière nous, réalisant en tournant la tête que c'était l'homme d'en face, son fusil à la main, pointé sur nous. Nous avons couru comme une petite proie depuis un prédateur jusqu'à Mark, qui nous attendait de l'autre côté de la rue. Nous avons couru pendant des blocs, jusqu'à ce que nous soyons sûrs de l'avoir perdu. Mark a expliqué qu'il avait crié lorsqu'il avait vu l'homme se faufiler de l'autre côté de la rue dans le bois avec son arme. Nous ne l'avons pas signalé ni ce qui s'est passé. Nous venons de le dire à quelques amis, et c'était tout. Heureusement, la maison était à plusieurs pâtés de maisons de chez nous. Nous n'avons donc jamais vraiment eu à la dépasser. J'ai vécu dans une maison infernale pendant quelques semaines.
J'étais étudiant et mes parents payaient pour que je vive dans une maison intacte, je sais. Eh bien, la maison était modeste, rien d'extraordinaire ni d'immense, et j'en étais content. Enfin, pour les premiers jours en tout cas. Ensuite, les choses ont rapidement commencé à devenir étranges. Un samedi pluvieux, sans rien faire, je regardais la télévision pendant quelques heures. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un grattement sur le sol de mon salon. J'ai regardé autour de moi, pensant qu'un animal était entré dans la maison ou quelque chose du genre. Je me suis rassis et j'ai recommencé à regarder la télévision. Ce fut le premier événement étrange. La pluie a continué tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit, ce qui était une excuse pour ne pas sortir. Je suis resté à la maison, regardant davantage la télévision dans le salon. Je me suis réveillé quand j'ai senti que j'entendais quelque chose venant de la cuisine. Risiblement, j'ai pris un oreiller avec moi comme une sorte d'arme et je me suis dirigé vers la porte de la cuisine. Là, au milieu de la cuisine sombre, se trouvait une boîte de Cheerios sur le sol, déversant des centaines de minuscules os. Je n'avais aucune idée de comment cela avait pu arriver. Néanmoins, j'ai laissé tomber l'oreiller et j'ai commencé à nettoyer les Cheerios du sol. Ce faisant, j'ai entendu un craquement, comme le son que font les zones faibles d'un parquet lorsque quelqu'un marche dessus. C'était près de la table de la cuisine. J'ai levé les yeux, mais il n'y avait personne. Je savais que je devenais fou maintenant. Chaque petit bruit a dû me rendre paranoïaque. J'ai nettoyé les Cheerios et j'ai recommencé à regarder la télévision. Le tonnerre à l'extérieur devenait de plus en plus fort, alors que le gros de l'orage semblait passer au-dessus de nous. Pourtant, j'ai trouvé cela étrangement relaxant. C'est la dernière chose dont je me souviens, avoir apprécié le bruit de la tempête dehors avant de me réveiller de ce qui semblait être une somnolence d'1 heure. La télé était toujours allumée, mais ce n'est pas ce qui m'a réveillé. Je me souviens avoir cru m'être réveillé avec un bruit sourd venant d'en bas. Quoi qu'il en soit, j'ai éteint la télévision et je suis monté me coucher. Le lendemain était normal, tout comme le surlendemain. Ce n'est que le jour suivant, gris et pluvieux, que des choses étranges ont recommencé à se produire. Je me suis réveillé dans mon lit ce matin-là avec l'impression d'avoir bu toute la nuit la veille. Je me sentais plus malade que je ne l'avais jamais ressenti auparavant, avec une gueule de bois. Je n'ai pas beaucoup marché ce jour-là. Le temps maussade et sombre ne faisait que me rendre encore plus cloué au lit. J'ai laissé la télé dans ma chambre allumée toute la journée comme bruit de fond, avec une poubelle à mes côtés, au cas où je devrais vomir. À midi, j'ai coupé le son de la télévision après avoir entendu des bruits venant d'au-dessus de moi. Le grenier. La porte du grenier se trouvait en fait dans ma chambre, et la majeure partie du grenier était construite au-dessus de cette chambre. Ce n'est pas qu'une seule fois que je l'ai entendu, c'était 3 ou 4 fois. J'ai réussi à sortir du lit, même si, à chaque fois que je bougeais, j'avais envie de vomir. J'ai abaissé le cordon de la porte du grenier, j'ai pris une de mes vieilles battes de baseball avec moi, et j'ai monté les marches. J'ai baissé l'interrupteur pour éclairer le grenier. Il y avait quelques vieilles boîtes qui devaient appartenir à l'ancien propriétaire, mais je ne voyais aucun être vivant capable de produire ces bruits. Je suis redescendu rapidement parce que j'avais un peu peur de ce grenier. Il n'y eut plus aucun bruit jusqu'à cette nuit-là. Au début, je me suis réveillé avec ce que je pensais être du tonnerre. Toujours un peu malade, le bruit familier d'un bruit sourd venant du grenier m'a donné des frissons. J'ai tiré la ficelle jusqu'à la porte du grenier, j'ai repris ma batte de baseball et j'ai monté les escaliers. Je me suis mis en colère et j'ai crié de la voix la plus intimidante possible, mais avant de pouvoir allumer la lumière, j'ai entendu le bruit d'un enfant qui riait dans le grenier noir comme du sang. Les mots ne peuvent décrire la sensation d'apesanteur, la sensation de mes entrailles tombant à l'intérieur de mon corps. La peur que j'ai ressentie, le mot peur, ne suffit pas à décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je suis sorti de cette maison si vite que je ne me souviens même pas d'avoir couru. J'ai appelé mon père sous la pluie froide et lui ai demandé de venir me chercher.
J'ai tout expliqué du mieux que j'ai pu. Mes parents ont vu à quel point j'étais ému à ce sujet et, dans un sens étrange, je pense qu'ils m'ont cru. Le lendemain, j'ai emballé toutes mes affaires avec mes parents et je suis rentré chez moi. Aujourd'hui encore, je suis convaincu que ce que j'ai vécu dans cette maison était complètement paranormal. J'avais l'habitude de travailler comme femme de ménage pour une vieille dame pendant quelques semaines quand j'avais 20 ans. Elle avait une très grande mais vieille maison sur une propriété qui aurait pu être magnifique. En fait, elle s'en était occupée. Elle possédait 2 acres de terrain entourés de bois dans 3 directions et de la route dans l'autre. La maison elle-même était ancienne, principalement faite de bois, et l'intérieur était vraiment très sombre. Elle gardait souvent les stores fermés dans certaines pièces pour des raisons que je ne comprenais pas. J'ouvrais parfois les stores pour laisser entrer un peu de soleil, pour constater qu'elle les avait fermés la prochaine fois que j'entrais dans la pièce. Elle a éclairé certaines pièces à la bougie, ce qui a rendu la maison encore plus préhistorique pour moi à l'intérieur. Pour couronner le tout, les planchers de bois étaient un écologiste grinçant partout dans la maison. La femme s'appelait Mel. Elle avait environ 70 ans. Le genre de travail que Mel me ferait faire serait principalement des tâches physiques qu'elle ne pouvait plus très bien faire, comme balayer, épousseter, faire la vaisselle, faire la lessive, trier le courrier et d'autres choses de ce genre. Un week-end, Mel m'a demandé d'y dormir une nuit ou 2. La maison avait environ 4 chambres, mais elle vivait seule, donc ce n'était pas un problème. Eh bien, cela se déroule au cours d'un vendredi et techniquement aussi d'un samedi. Je suis arrivé comme d'habitude vendredi en parlant très peu de mots à Mel. J'ai déposé mon sac à dos rempli de mes vêtements et de mes produits de beauté sur le lit de la chambre dans laquelle j'allais dormir. Alors que je me tournais vers la porte, j'ai vu Mel debout près de la porte. Elle avait un côté effrayant et cette entrée ne faisait pas exception. Elle n'a pas dit bonjour, ce qui n'était pas aussi bizarre que ça en a l'air. Elle m'a juste demandé de nettoyer la chambre immédiatement. Après cela, elle m'a simplement dit de ranger toute la maison, puis elle est montée à l'étage. Je ne la voyais pas du reste de la journée, mais je l'entendais parfois se promener à l'étage dans sa chambre. C'était bizarre. Elle semblerait aller et venir. Il n'y avait pas de télévision dans cette maison, donc je ne savais pas ce qu'elle avait pu faire. Une chose que j'ai trouvée bizarre, c'est à quel point elle protégeait son sous-sol. Elle m'a fait clairement comprendre que c'était complètement interdit et qu'elle ne voulait pas que j'y aille. La nuit est venue et je me suis couché tôt. C'était avant que les smartphones n'existent, donc je ne savais même pas quelle heure il était. Mais il était probablement 9 ou 10 heures. Durant les premières heures, tout était paisible. Cependant, j'avais toujours du mal à m'endormir, étant donné que c'était le lit le plus inconfortable dans lequel j'ai jamais dormi. J'avais l'impression que des heures plus tard, j'ai commencé à entendre des pas à l'extérieur de ma chambre sur les sols grinçants. On aurait dit que Mel passait devant ma chambre très lentement. Peut-être qu'elle allait juste aux toilettes. Quelques minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu ses pas, mais elle s'est ensuite arrêtée devant ma porte. Cette fois, je me suis assis et j'ai écouté. Je pouvais entendre le craquement derrière la porte de Mel qui se tenait là, et cela commençait à me faire peur. Elle s'est finalement éloignée. Je l'ai entendue descendre les escaliers, puis j'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer en bas. J'avais l'impression que c'était la porte du sous-sol. C'est un moment plus tard que j'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer, puis des pas lourds et lents montant les escaliers grinçants. Les pas revinrent à ma porte, puis s'arrêtèrent. Je me suis assis à nouveau pour écouter et j'ai pu entendre des craquements de pression sur le sol devant la porte. Puis, j'ai entendu la poignée de porte commencer à tourner. Je me suis allongé, j'ai tiré les draps sur moi et j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu Mel faire quelques pas dans la pièce, faire une pause, puis partir. Elle retourna dans sa chambre et ferma la porte. J'étais un peu dérangé. C'était un comportement très bizarre. J'ai attendu environ une demi-heure
avant de décider que je devais voir ce qu'il y avait dans ce sous-sol. Je suis sorti du lit branlant, me suis dirigé vers la porte sur la pointe des pieds, puis j'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds du mieux que j'ai pu. J'ai ouvert la lourde porte du sous-sol, allumé les lumières et descendu les escaliers en rampant. Je suis arrivé à la marche du bas et j'ai retenu l'envie de crier. Il y avait 2 vieilles chaises en bois au milieu du sous-sol, et il y avait 2 de ce que je ne pouvais décrire que comme des cadavres en décomposition avec des perruques dessus, assis dessus. La vue d'un insecte rampant sur l'un d'eux m'a donné encore plus envie de vomir. Je me suis résolu à m'enfoncer plus profondément dans le sous-sol, plus près des cadavres. Je devais m'assurer qu'ils étaient réels. Les 2 cadavres portaient des perruques d'hommes. Le plus grand des 2 portait également un béret. Je ne sais pas grand-chose sur les cadavres ou sur leur taux de décomposition, mais je dirais que ces cadavres avaient tous 2 presque 1 an. J'ai eu l'impression que mon cœur s'est arrêté momentanément lorsque j'ai entendu des pas venant d'en haut, au premier étage. Je n'ai pas pu accéder à l'interrupteur. Je n'avais pas le temps. Je me suis caché derrière l'un des canapés du sous-sol en entendant des pas lents et lourds descendre, un escalier effrayant à la fois. J'avais mes mains couvrant ma bouche lorsque j'entendis Mel atteindre la dernière marche. Je l'entendis murmurer mon nom pendant une demi-seconde. J'ai regardé autour du canapé et j'ai vu Mel déjà à mi-chemin du sous-sol avec un grand couteau de cuisine à la main. Je savais qu'elle serait trop lente pour me rattraper, alors j'ai couru vers les escaliers. Elle a crié mon nom et m'a suivi aussi vite qu'elle le pouvait. Une fois arrivé au premier étage de la maison, j'ai couru à l'étage jusqu'à la chambre dans laquelle je dormais pour récupérer mon sac à dos. Au moment où je redescendais en courant, Mel était en haut des marches du sous-sol. J'ai couru vers la porte d'entrée et vers ma voiture. Je l'ai allumée. J'ai repris mon souffle. J'ai regardé vers la porte d'entrée de la grande vieille maison et j'ai vu Mel debout là. J'ai quitté l'immense propriété et j'ai emprunté la route pour rentrer chez moi en 10 minutes. Heureusement, je n'ai jamais donné à Mel aucune de mes informations, comme mon adresse ou mon numéro de téléphone. Elle n'a donc jamais pu me recontacter. Si je devais deviner, je dirais que l'un de ces cadavres appartenait à son défunt mari, dont elle m'avait parlé 2 fois. Quant à l'autre cadavre plus petit, je n'en ai aucune idée. Mais peu importe, c'était une scène troublante à voir, et quelque chose n'allait pas chez cette femme.